Donc, nous validons ce compte-rendu et ses conclusions. Et donc, on peut maintenant ouvrir la séance avec l'ASFAR. Et donc, j'invite Pierre Albaladejo à me rejoindre, ainsi que Madame Isabelle Constant. Pierre Albaladejo, président de la Société française d'anesthésie et réanimation. Madame Constant, vous en prie. Et je vous laisse la parole pour présenter votre programme et vos orateurs. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis tous mes voeux pour 2023, il reste quelques heures, donc on profite. La Société française d'anesthésie et réanimation, vous la connaissez, vous êtes dans nos pensées, dans toutes les réunions de cette société. C'est une société savante qui est assez grande, qui regroupe 4000 adhérents environ pour 12 000 médecins anesthésistes réanimateurs. Et les missions de cette société sont des missions classiques de société savante, la recherche, la formation, la vie professionnelle. Le cadre de ces activités a été modifié par la création relativement récente des conseils nationaux professionnels des spécialités, mais néanmoins le travail est énorme puisque les personnes et les spécialités et les professions avec lesquelles nous collaborons vont au-delà évidemment de la chirurgie, puisque notre intitulé, et j'ai insisté pour que ça soit modifié dans le titre de la séance, notre discipline est anesthésie, réanimation et médecine périopératoire. Et ça a son importance compte tenu du fait que c'est quand même une particularité française d'avoir une spécialité qui est intégrée à un parcours périopératoire ou périchirurgical ou péri-interventionnel en fonction des opérateurs pour lesquels avec lesquels nous devons collaborer. Nous faisons 12 millions d'actes par an, qui concernent, comme je vous l'ai dit, donc évidemment la chirurgie, mais de plus en plus, et nous en avions discuté lors d'une dernière session de l'Académie de chirurgie, sur le fait qu'on a énormément de médecine interventionnelle. Je ne sais pas comment vous le prenez, si c'est une avancée en termes de santé, et c'est aussi une recherche de la moindre invasivité qui crée cette situation. Nous avons beaucoup de sujets à traiter, en particulier avec nos collaborateurs paramédicaux, en particulier aujourd'hui avec la discussion autour des pratiques avancées, ce qui recrée finalement les conditions pour réfléchir à nouveau sur notre position de médecin dans notre société et puis de l'organisation des soins avec évidemment les chirurgiens et les opérateurs. Voilà, donc c'est pour vous faire un petit résumé de la situation actuelle pour la société savante, pour notre société savante. Donc le programme que je commodère avec le professeur Isabelle Constant, qui est PUPH d'anesthésie-réanimation en pédiatrie à l'hôpital Trousseau, qui est membre du bureau de l'ASFAR. J'ai tenu à ce que nous soyons deux pour modérer, pour montrer l'équilibre dans la parité dans notre société, puisque c'est aussi un objectif qui fait partie aussi de notre valeur, c'est d'essayer de faire en sorte que notre société soit le miroir de ce qu'on peut considérer comme une société équilibrée. Et vous allez comprendre que aussi les sujets des présentations est en relation avec cette préoccupation. 5 oratrices et orateurs pour des sujets qui vont quelque chose qui vous impacte directement, la gestion personnalisée du sang, l'hémostase, et aussi un sujet sur la réanimation et les avancées de la réanimation. Notre préoccupation constante qui est comment évaluer, prendre en charge la douleur et le confort du patient, le développement durable libéral, ça c'est clair. Et donc, et ça, on peut en discuter avec les experts sur quoi se base-t-on. J'ai la notion quand même que les 48 premières heures post-op sont d'une responsabilité partagée avec une application obligatoire de l'anesthésiste. Et pour la suite, il me semble que tout dépend en fait de la problématique qui a été soulevée. Ce que je vois, c'est quand même le schéma est en train d'évoluer. Le virage de l'ambulatoire
à mon avis, a quand même quelques limites en termes de sinistralité, puisque on observe dans les pays où justement l'ambulatoire a été le plus développé, une remontée de la sinistralité, une réaugmentation des deux problématiques, hospitalisation ou les événements indésirables. Et donc, et pour l'ARAC, c'est pareil. Quand je vois qu'il y a des chirurgies lourdes qui restent uniquement... parce qu'il y a quand même un trou dans la raquette, une fois de plus, c'est la communication avec le patient et avoir la bonne information alors qu'il est à domicile. Et ça, c'est extrêmement difficile. Moi, je trouve que c'est assez difficile à gérer. Et je pense que c'est un petit peu ça, notre objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions. On peut avoir un pilotage de l'ensemble des patients, qu'ils soient hospitalisés ou bien à domicile, quel que soit le mode de prise en charge. Commentaire ou question? On a retrouvé du flux, peut-être. Ça remarche. C'est vrai que la discussion est intéressante, mais bon, si on a du flux, on va démarrer. Je passe sur mon téléphone, ça marche. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ici, moi? Ouais, allez-y. Bon, on a fait aussi bien qu'à la télévision, on a meublé les problèmes de transmission, mais on les a meublés, je crois, de façon particulièrement intéressante. Et... Très bien. Il y a un troisième à relancer, en fait. C'est bon pour moi. Ah, ça a l'air d'aller, là. Oui. C'est bon. Ça, on peut virer ce truc-là. Parfait. Merci beaucoup. Je vais peut-être réintroduire le Oui. premier sujet. Donc, professeur Anne Gaudier, professeur d'anesthésie réanimation à l'HEGP, donc à la PHP, sur un sujet gestion personnalisée de l'hémostase dans les hémorragies acquises. On partage avec Anne Gaudier le fait qu'on travaille tous les deux dans un groupe qui est un club, le groupe d'intérêt en hémostase péréopératoire, qui est un groupe transversal, qui accueille évidemment dans les discussions de nombreux chirurgiens. Anne? Mesdames, Messieurs les modérateurs, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de cette invitation. C'est évidemment un grand honneur d'être ici et je vais discuter effectivement de la gestion de l'hémostase dans les hémorragies acquises et surtout de l'évolution des connaissances qui a été permise ces dernières années. Pendant des années, on a considéré qu'il n'y avait qu'une seule coagulopathie qui compliquait l'hémorragie, quelle qu'en soit l'étiologie, qu'elle soit opératoire, traumatique, obstétricale ou d'une autre cause. On a considéré que les mécanismes physiopathologiques étaient uniques et que par conséquent, le traitement de la coagulopathie devait toujours être le même. On pensait alors que la coagulopathie se constituait au fur et à mesure que le saignement et qu'elle résultait d'une baisse des facteurs de la coagulation et des plaquettes liées à la fois à la perte par l'hémorragie et à la dilution. Par conséquent, le traitement devait être tout aussi progressif avec la transfusion de plasma et la transfusion de plaquettes qui survenaient une fois qu'on atteignait les seuils transfusionnels qui étaient objectivés par un monitorage biologique. Alors bien sûr, cette vision globale reste en partie vraie, en particulier pour le périopératoire. Néanmoins, elle nécessite d'être individualisée, personnalisée en fonction de l'étiologie du saignement et des caractéristiques du patient. On a beaucoup appris de l'hémorragie périopératoire essentiellement, et ça, vous le savez probablement infiniment mieux que moi, parce que la chirurgie majeure est un modèle expérimental parfait d'hémorragie aiguë qui conduit à un saignement et à une coagulopathie programmée. On observe effectivement une coagulopathie progressive dans le périopératoire avec une diminution progressive des facteurs de la coagulation et du fibrinogène et une diminution de la numération plaquettaire. Néanmoins, la diminution de ces éléments se fait sur des modèles qui sont différents. Si on regarde à gauche, la diminution de la concentration relative en fibrinogène suit exactement le modèle prédit dans un modèle de perte-dilution.
À l'inverse, si on s'intéresse à la variation relative de la numération plaquettaire, eh bien, la diminution de cette numération plaquettaire est plus lente que celle qui est prédite par les modèles théoriques, ce qui explique qu'on atteigne plus tardivement le seuil transfusionnel. Par conséquent, eh bien, on va commencer par transfuser le plasma et la transfusion plaquettaire viendra dans un second temps. Si on ne s'intéresse plus à une diminution relative, mais aux valeurs absolues des concentrations en fibrinogène et de la numération plaquettaire, en particulier avant le début de l'hémorragie, c'est la partie rose, on observe une variabilité interindividuelle importante avec une dispersion des points, comme vous pouvez le voir. Et ça va influer le moment où on va décider de transfuser. Évidemment, plus on part de haut, plus le temps pour atteindre le seuil transfusionnel sera long et inversement. Et on ne peut donc pas prédire le moment où il faudra recourir à la transfusion, juste de façon clinique, en fonction des pertes sanguines. Il faut un monitorage individualisé. Or, le monitorage pose problème, puisqu'il a pour but de diagnostiquer la coagulopathie, de guider le traitement hémostatique, de permettre de choisir des thérapeutiques ciblées, mais pour la façon la plus standard de réaliser le monitorage, c'est-à-dire avec des tests standards de laboratoire, essentiellement la numération plaquettaire, le temps de prothrombine, le temps de céphaline plus activateur, le fibrinogène, on est confronté à des limites. Un manque de spécificité de ces tests pour diagnostiquer précisément la coagulopathie et surtout des délais beaucoup trop longs pour permettre un traitement rapide, ce qui fait qu'à la fin, finalement, on décide de transfuser de façon empirique sur des critères cliniques. Des alternatives, bien sûr, par les institutions, avec en particulier la quête d'un panel hémorragique d'urgence, comme on le voit ici dans cette étude de Chandler. Dans le panel hémorragique proposé ici, avec 4 tests, le TP, le fibrinogène, l'hématocrite et les plaquettes, le parcours de ces tests était un peu différent. Il était récupéré instantanément après une centrifugation beaucoup plus rapide qu'habituellement et effectivement gagner du temps, passer de 35 minutes à 14 minutes. Un progrès qui reste néanmoins insuffisant et qui explique que beaucoup d'institutions se soient tournées vers les tests de viscoélastométrie. On connaît la thromboélastométrie rotative, le ROTEM, la thromboélastographie, le TEG, et puis ces dernières années, ces tests se sont complétés du Cantra, du Sonoclot, du ClotPro. Ces tests viscoélastométriques sont des appareils de biologie délocalisables qui vont utiliser un échantillon de sang total du patient qui va permettre d'avoir une vision globale de l'hémostase, vision globale, mais aussi avec des informations détaillées sur les caractéristiques du caillot, depuis l'initiation de sa formation jusqu'à la fibrinolyse. Ces caractéristiques vont permettre de déterminer la contribution relative des facteurs de la coagulation, des plaquettes, de la fibrinolyse, des antithrombotiques, afin de guider précisément le traitement de façon ciblée, d'administrer quand c'est nécessaire des facteurs de la coagulation, des plaquettes, des antifibrinotiques, voire des agents de réversion des antithrombotiques. Ces tests ont été maintes fois étudiés avec globalement des résultats plutôt positifs et je vous présente ici une méta-analyse des études réalisées qui comparent d'un côté les tests viscoélastométriques insérés dans des algorithmes spécifiques à un bras contrôle dans lequel ces tests ne sont pas disponibles. De façon systématique, vous voyez la conclusion de l'étude ici, les tests viscoélastométriques permettent de réduire l'exposition à la transfusion en concentré de globules rouges, en plasma, réduire le saignement à 24 heures, réduire la reprise chirurgicale. Et puis, il y a un paramètre de la coagulopathie qui ne nécessite pas de monitorage, c'est la fibrinolyse quasi systématique dans les hémorragies majeures, ce qui justifie largement un usage des antifibrinolytiques et en particulier de l'acide tranexamique, analogue synthétique de la lysine qui va permettre d'inhiber la liaison du plasminogène à la fibrine et ainsi de stabiliser le caillot. Beaucoup d'études ont montré le bénéfice de l'acide tranexamique dans les hémorragies au bloc opératoire. Et vous voyez dans le cadre bleu les résultats d'une méta-analyse qui a juste inclus un peu plus de 100 essais randomisés, comparant l'acide tranexamique à un placebo ou à l'absence de traitement. Et cette méta-analyse concluait à l'efficacité de l'acide tranexamique, quel que soit le volume de saignement induit par la chirurgie, avec un bénéfice toujours évalué autour de 30% environ. Ce qui explique que les recommandations internationales, et ici les recommandations européennes, proposent l'administration d'acide tranexamique en périopératoire pour prévenir ou traiter l'hémorragie. Si périopératoire pour aller vers la coagulopathie induite décisée, pendant très longtemps, on a considéré que sa prise en charge devait être comparable à celle de la coagulopathie périopératoire. Néanmoins, les 2 dernières décennies nous ont montré qu'en réalité, cette coagulopathie est extrêmement elle est immédiate.
sur le lieu de l'accident, avant toute réaction, comme on voit ici dans cette cohorte grenobloise, où l'hémostase de patients traumatisés a été analysée au moment du ramassage. Et on observe que plus de la moitié des patients traumatisés avaient déjà une coagulation, puisque la coagulation immédiate est temps. En termes de mécanisme physiopathologique, là aussi, ça n'a rien à voir. La coagulopathie est liée à la situation de lésions tissulaires et de choc. Vous voyez dans la partie gauche que la sévérité de la coagulopathie, évaluée sur le ratio du TP, est fortement la sévérité des facteurs de la coagulation où là, la transfusion était progressive, à faible dose et reposait sur des critères biologiques. Matthew Borgman était le premier à montrer, ou en tout cas à suggérer, le bénéfice des ratios élevés. Il a profité de la guerre en Irak, il a analysé un registre de militaires américains traumatisés, nécessitant une transfusion massive, c'est-à-dire plus que 10 concentrés de globules rouges en 24 heures, et il a analysé le lien entre les ratios et la mortalité. Et comme vous voyez sur le schéma qui représente la mortalité en fonction du ratio, les patients qui étaient transfusés avec des ratios élevés, un plasma tous les 1,4 concentrés de globules rouges, avaient une mortalité beaucoup plus faible que ceux qui étaient transfusés avec des ratios bas. Un plasma, quand on y pense, tous les 8 concentrés de globules rouges. Les rétrospectives ont été réalisées montrant une association statistique entre des ratios et la mortalité dans des séries militaires, puis dans des séries civiles. Néanmoins, comme toutes les analyses observationnelles, elles souffraient de biais méthodologiques et en particulier du biais d'analyse, du biais de survie, qui rendait nécessaire la réalisation d'un essai randomisé. Cet essai, c'est Proper, il a été publié en 2015. C'est un essai qui a inclus 680 traumatisés sévères dont on pensait à l'arrivée qu'ils allaient bénéficier d'une transfusion massive. Ces patients étaient randomisés pour recevoir un ratio 1 pour 1 pour 1 ou 1 pour 1 pour 2. En réalité, c'est deux ratios déjà franchement élevés et l'analyse portait sur la mortalité. Même si la courbe de survie à l'extrême droite est extrêmement jolie, cette étude est négative. Il n'y a pas de différence sur la mortalité à 24 heures, pas de différence sur la mortalité à 30. Tout de même regretté que Proper de façon majeure, inclus en réalité hémorragique. Proper a montré que les ratios élevés permettent de réduire la mortalité par hémorragie et d'augmenter le nombre de patients pour lesquels on obtenait un contrôle de l'hémostase. C'est donc un petit pas en faveur des ratios élevés et d'autres études seront nécessaires pour guider ce petit pas. L'alternative à la transfusion de plasma, c'est donc l'administration des concentrés de facteurs selon l'état du thérapeutique. C'est l'association de thérapeutique et de diagnostic. Ça consiste à diagnostiquer de façon précise la coagulopathie avec la vistométrie, puis de traiter de façon ciblée par des concentrés de facteurs les déficits, avec un objectif très clairement affiché qui est des transfusions. C'est hyper séduisant, sauf que c'est étayé par extrêmement peu de données dans la littérature. La plus grosse étude, c'est RIC, c'est une étude monocentrée, uniquement de patients traumatisés bien sûr, qui avaient des tests de viscoélectrométrique et qui étaient ensuite randomisés pour recevoir soit du plasma à dose presque homéopathique, puisque ce sont les doses du périopératoire, soit des concentrés de facteurs, essentiellement du fibrinogène. L'étude RETIC a montré que dans le bras qui recevait du plasma, il fallait plus souvent changer de traitement et recourir à des concentrés de facteurs et que la transfusion était plus importante. Néanmoins, l'étude est négative puisque le critère de jugement principal, c'était la défaillance multiviscérale et que si on s'intéresse à la mortalité tout en bas, il n'y a pas de différence de mortalité, voire même si on faisait preuve d'un tout petit peu de mauvaise foi, on pourrait noter que dans les concentrés, c'est 10% de mortalité contre seulement la moitié avec le plasma. Il est nécessaire d'opposer la transfusion de plasma d'un côté et les concentrés de facteurs de l'autre, d'opposer une administration empirique à une administration guidée sur de la biologie, et qu'une approche hybride qui commencerait par un pacte transfusionnel élevé et qui ensuite enchaîne sur une prise en charge guidée par de la biologie serait probablement plus logique. Ça a été montré à une petite étude qui tient une théorie hybride, mais en tout cas, les travaux vont être nécessaires pour accélérer. Dans la a longtemps été négligée, d'abord parce que les plaquettes sont fragiles, difficiles à étudier, toujours un peu,
Puis, l'admission est en argent. On a montré dans une série de la trauma. La numération, elle est quasiment toujours normale à l'arrivée et seule une toute petite portion de la situation de thrombopénie sont. Et là, malheureusement, les données sont peu nombreuses, un petit peu spécifiques, sans diapositives plus difficiles à expliquer. Néanmoins, des séries de patients ont été étudiées pour lesquels on transfusait des concentrés de globules rouges par pack. On commençait par 4 concentrés de globules rouges, puis 4 autres, qui nous faisaient 8, puis encore 4. Et dans cette série, certains de ces patients recevaient aussi une transfusion plaquettaire et d'autres n'en recevaient pas. Là, la fonction plaquettaire de ces patients a été évaluée au fur et à mesure de la transfusion. Eh bien, ceux qui recevaient en plus des plaquettes et dont on aurait pu espérer une correction de la dysfonction plaquettaire n'avaient en réalité aucune modification de leur fonction plaquettaire, conduisant à penser que dans le fond, la transfusion plaquettaire ne pourrait probablement pas améliorer cette dysfonction. Est-ce que pour autant, ça vaut le coup de renoncer à la transfusion plaquettaire? Probablement pas. Là aussi, les données sont peu nombreuses. On a cette analyse secondaire de l'étude Proper, celle qui avait comparé des ratios 1,1,1 à 1,1,2. Là, les auteurs ont analysé uniquement les patients qui avaient reçu le premier kit transfusionnel, soit parce qu'après, ils étaient morts, soit parce que finalement, ils avaient arrêté de saigner. Donc, dans cette étude randomisée, les patients qui recevaient seulement le premier pack recevaient pour la moitié d'entre eux aussi des plaquettes et pour l'autre moitié, ils n'en recevaient pas. Vous voyez les courbes de survie à droite. La différence est significative. Cette fois-ci, ceux qui ont reçu des plaquettes vont moins mourir à 24 heures, moins mourir à J30, suggérant ainsi un bénéfice à la transfusion plaquettaire. Au détail près qu'en plus de recevoir des plaquettes, ils recevaient davantage de plasma et que peut-être ça créerait un biais méthodologique. Je finirai en évoquant les hémorragies du postpartum et leur coagulopathie, essentiellement pour vous faire partager mon étonnement dans cette situation. L'hémorragie du postpartum, c'est grave, puisqu'il s'agit de la principale cause de mortalité maternelle évitable. C'est une mortalité qui est fréquente en réalité, puisqu'une femme meurt d'hémorragie du postpartum toutes les 7 minutes à travers le monde, ce qui fait déjà plusieurs depuis que j'ai commencé à parler, et encore plus en comptant les interruptions. C'est une coagulopathie complexe qui est liée à différentes causes et pour lesquelles aujourd'hui, si on considère le traitement, on réalise à quel point on sait peu de choses. L'apport de fibrinogène est en train de se positionner probablement dans les premières options thérapeutiques aujourd'hui et cet apport de fibrinogène est supporté par un rationnel fort. En effet, le fibrinogène, c'est le premier facteur à atteindre des niveaux critiques en cas d'hémorragie. Plus le fibrinogène baisse et plus l'hémorragie va être sévère. Dans des modèles in vitro, comme vous le voyez en bas à gauche, lorsque la concentration en fibrinogène diminue, eh bien, la structure du caillot est altérée. Et quand on restaure la concentration en fibrinogène, eh bien, on restaure la structure du caillot. À droite, c'était pour vous montrer qu'un certain nombre de données, des cas cliniques, des études observationnelles, des études de cohorte, suggère que la supplémentation en fibrinogène dans l'hémorragie du postpartum pourrait être bénéfique. Mais là encore, ces études sont limitées par des biais méthodologiques, rendant nécessaires des essais randomisés qui ont longtemps manqué. Longtemps manqué, mais depuis 2015, en réalité, 3 essais randomisés ont été publiés. Ils étaient tous multicentriques, tous en double aveugle, tous contrôlés, tous contre placebo. Ils comparaient les concentrés de fibrinogène à du sérum physiologique avec de façon systématique comme critère de jugement principal un critère transfusionnel. Et là, c'est la déception. Les 3 essais sont négatifs. Je voulais vous faire partager mon étonnement parce que lorsqu'on regarde les recommandations internationales qui ont été publiées, pour partie après la publication de ces essais randomisés, eh bien, l'ensemble de ces recommandations internationales recommandent de supplémenter en fibrinogène, soit avec des concentrés de fibrinogène, soit avec du cryoprécipité, alors même que les essais sont négatifs. Je voulais vous faire partager mon étonnement sur la prise en charge de la coagulopathie du postpartum, aussi concernant la place des produits sanguins labiles, alors même que cette hémorragie du postpartum est fréquente, qu'elle est grave, qu'elle concerne des femmes jeunes. Nous avons une ignorance totale de comment procéder avec les produits sanguins labiles. Comme vous le voyez ici dans cette revue publiée dans le New England en 2021, c'est-à-dire hier, revue qui proposait d'administrer des plasmas et des plaquettes dans un ratio 1 pour 1 ou bien 1 pour 4.
ou bien 1 pour 6, suggérant que finalement, en réalité, on n'en savait juste rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut administrer de l'acide tranexamique. Ça a été bien montré dans Woman, un essai randomisé multicentrique du consortium anglais qui a inclus 20 000 patientes avec une hémorragie du postpartum et les a randomisées pour recevoir soit de l'acide tranexamique, soit un placebo. Bon, le critère de jugement principal était un critère composite qui associait la mortalité à l'hystérectomie. L'étude est négative parce qu'en réalité, il y avait un biais méthodologique. Les patientes, la décision d'inclusion dans l'étude se faisait au même moment que la décision d'hystérectomie. Néanmoins, on considérera qu'elle est tout de même positive parce qu'il y a une diminution des décès par hémorragie. Et cette diminution des décès par hémorragie est d'autant plus marquée que l'administration est précoce. Ce qui explique que l'ensemble des recommandations internationales aujourd'hui proposent l'acide tranexamique dans les hémorragies du postpartum. Je finirai là-dessus. J'ai tenté de vous montrer que la coagulopathie n'était pas une coagulopathie unique, mais qu'elle prenait de nombreuses formes en fonction des étiologies de l'hémorragie, avec des mécanismes physiopathologiques en réalité très différents, conduisant à des traitements tout aussi différents, personnalisés, pour lesquels les questions restaient globalement en suspens et sans réponse, sauf pour l'acide tranexamique. J'ai tenté de vous montrer que son efficacité était bien établie et que son usage était reconnu. Je terminerai là-dessus. L'acide tranexamique, ça a été découvert par Utako Okamoto, c'est une japonaise. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain d'Hiroshima et de Nagasaki, elle a décidé de consacrer sa vie à tenter d'améliorer l'humanité. Elle s'est engagée dans la recherche sur l'antiplasmine, a découvert l'acide epsilon aminocaproïque, a découvert l'acide tranexamique et elle est morte juste avant la publication de Woman, qui a démontré que ce qu'elle avait prédit était vrai, c'est-à-dire que l'acide tranexamique permettait de sauver des vies. Finalement, elle a réalisé son rêve puisqu'elle a participé un peu à améliorer l'humanité, puisque depuis, l'acide tranexamique a été inclus dans la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a réalisé aussi son rêve parce que finalement, elle a inspiré des générations de chercheurs et surtout de chercheuses qui continuent de travailler sur la coagulopathie et j'ai tenté de vous montrer que c'était une nécessité. Je vous remercie pour votre attention. Une présentation remarquable et doublement remarquable puisque vous avez eu vous-même à subir un crash test pendant votre présentation et c'était aussi captivant quand il n'y avait pas de diapositive que quand il y en avait. Et encore une fois, je vous remercie et vous félicite. Donc, c'est ouvert à discussion. Moi, si j'ai bien compris, c'est ce terme de personnalisation qui est finalement peut-être une façon de présenter les choses. Vous avez personnalisé selon l'étiologie. Je suppose que en numéro 1, c'était surtout les hémorragies hyperopératoires. En numéro 2, on a bien compris que c'était le traumatisme. Et en numéro 3, le postpartum. Donc, au début, je pense il me semble que ce n'est pas une personnalisation selon le patient, indépendamment de l'étiologie. C'est plus selon la situation dans laquelle elles sont trouvées. Vous avez même à un moment donné imaginé une personnalisation en fonction du pays où se déroulait l'événement. En tout cas, si j'ai bien compris, une personnalisation situationnelle. Et plus le temps passait, plus c'était personnalisé en fonction de l'évolution du patient. Est-ce que c'est une première approche ? Est-ce que cette première approche est juste? C'est-à-dire, au début, la situation, et puis progressivement, en fonction de l'évolution du patient, on personnalise la prise en charge. Oui, vous avez tout à fait raison. Au départ, on a considéré qu'il y avait une seule coagulopathie et qu'on la traitait toujours de la même façon. Puis, on l'a personnalisé par étiologie, mais surtout pour ce qui est du patient, on s'est mis à monitorer la biologie avec des appareils qui nous permettent d'avoir des résultats rapides, savoir exactement pour le patient quels sont les déficits et traiter ces déficits en particulier. Donc, adapter le champ de nos thérapeutiques aux déficits du patient. Du patient, c'est ça. Oui, madame. Oui, micro. Là. Oui, merci, c'était très intéressant. Je comprends enfin l'acide tranexamique qui a été introduit dans mon service dans les années 2000 par Bernard Chollet, qui nous avait appris effectivement qu'avec ça, on avait beaucoup moins de saignements pendant les grosses reprises opératoires, enfin, quand ça saignait beaucoup, et ça a réduit considérablement les besoins en transfusion. Mais c'est très clair, enfin, je comprends bien à quoi ça servait, parce qu'il ne m'a jamais vraiment expliqué. Oui, alors c'était ma deuxième question. Est-ce que vous calmez tranquillement maintenant le mode de fonctionnement de l'acide tranexamique? Alors, l'acide tranexamique fait partie des antifibrinolytiques. C'est un analogue synthétique de la lysine.
qui va se fixer au plasminogène pour empêcher que le plasminogène puisse se fixer sur la fibrine et le fibrinogène et ainsi le protéger de la lyse. Ce qui fait que finalement, quand on met des antifibrinolytiques, effectivement, on empêche que la fibrine soit découpée en petits morceaux, on protège la structure du caillot. D'accord. Oui, c'est ce que vous avez dit. On protège le caillot. Professeur Benamou, Merci. vice-présidente de notre académie. Merci beaucoup. Une question concernant la chirurgie réglée. Dans quelle mesure vous avez une attitude, un usage préventif de l'acide tranexamique quand vous pouvez prévoir qu'éventuellement il va y avoir une hémorragie potentiellement importante? Ça dépend du type de chirurgie peut-être, mais est-ce qu'il y a une pratique maintenant qui s'est instaurée comme ça? Finalement, en prévention, on va considérer que l'acide tranexamique va trouver sa place à chaque fois que l'hémorragie est un problème. L'hémorragie est un problème, c'est à la fois en termes de volume, les hémorragies sévères, où il va falloir recourir à la transfusion. Dans ces situations, c'est simple, tout ce qui nécessite une transfusion programmée nécessite de l'acide tranexamique. C'est ça. Et puis, à côté de ça, si on oublie le volume, il y a les conséquences de l'hémorragie. Si on regarde la neurochirurgie, ce n'est pas tellement les 3 litres qui vont tomber sur le sol, c'est toute goutte de sang est un problème dans le crâne. Et donc, la neurochirurgie intracrânienne, c'est aussi une indication à l'acide tranexamique pour réduire finalement de façon systématique d'un tiers le volume du saignement. Donc, au lieu d'en avoir 3 gouttes, il n'y en aura que 2. Au lieu d'avoir 3 litres, il n'y en aura que 2. À chaque fois, c'est bénéfique. Merci. Parfaitement répondu. Parfait. Moi, j'aurais une petite question, Anne. Merci pour cette présentation que tu as rendue parfaitement claire et passionnante, ce qui est pas évident. Moi, je reviendrai volontiers sur le péripartum, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et finalement, ce que tu nous as… D'abord, je pense que tu as eu raison d'insister sur l'importance de ces hémorragies et finalement… le peu de focalisation sur ces hémorragies, si on peut dire, ou en tout cas sur la prise en charge des hémorragies. Tu parlais des études qui ont évalué l'effet du fibrinogène et tu nous as montré qu'effectivement, finalement, elles étaient décevantes puisque les résultats n'étaient pas démonstratifs, étaient négatifs. Mais, et là, on va peut-être tomber sur la personnalisation du monitorage de l'hémorragie, c'est-à-dire que finalement, là-dedans, on a mélangé des hémorragies qui étaient liées à une perte massive de sang et des hémorragies qui étaient liées à une coagulopathie aiguë. Par exemple, je pense à l'embolie amniotique ou ce qui s'en rapproche. Et donc, finalement, enfin, moi, c'est mon expérience quotidienne, si je puis dire, même si je fais que de la pédiatrie, monitorer, par exemple, par les tests de viscoélastocité, bref, tu m'as compris, notamment le TEG ou le ROTEM, permettent d'orienter sur la pathologie causale, ou en tout cas sur les troubles de l'hémostase associés à l'hémorragie et éventuellement de cibler l'indication du fibrinogène. Et est-ce que ce n'est pas finalement parce qu'on ne les a pas complètement ciblés dans les études, les grandes études d'envergure, qu'on tombe à des résultats négatifs? Et est-ce qu'on ne retombe pas finalement sur l'intérêt de l'individualisation du monitorage de l'hémostase dans le contexte du péripartum? Je suis d'accord. Alors, on a 3 essais randomisés, 3 essais négatifs et des recommandations internationales qui soutiennent les concentrés de fibrinogène. Effectivement, la première question, c'est comment on en arrive là. La première chose, c'est que ces 3 essais, je ne me suis pas étendue dessus, mais ce sont des essais qui souffrent de limites méthodologiques majeures. Et la première, c'est que les patientes qui ont été incluses sont des patientes peu sévères. Donc, administrer du fibrinogène à une patiente qui va s'arrêter spontanément de saigner, évidemment, à la fin, il n'y a pas de différence significative. Ça explique beaucoup que ces études soient négatives. C'est la première raison. La seconde raison qui conduit à des recommandations qui vont dans l'autre sens, c'est tout de même que ce sont des femmes jeunes et qu'elles sont en train de mourir et que potentiellement elles vont mourir dans la minute. Et qu'à un moment donné, c'est très compliqué de ne rien faire. Et que faire quelque chose, alors même que l'efficacité n'est pas établie, ça a quelque chose de rassurant intellectuellement. Et en tout cas, en tant que médecin, c'est essayer au moins. La troisième raison qui conduit à des recommandations aussi positives que je crois qu'il ne faut pas négliger, c'est le poids de l'industrie pharmaceutique et l'efficacité de leur marketing. J'avais à un moment donné fait une évaluation de leurs visuels publicitaires. Ils sont très impactants. Il y a eu des vraies études scientifiques qui ont été réalisées sur la façon dont notre cerveau interprète ces images et modifie nos prescriptions. Donc, je pense que c'est le troisième point qui conduit à ça.
pour revenir sur le monitorage, oui, probablement qu'il y a une place pour le monitorage, quel qu'il soit, hein, que ce soit de la viscoélastométrie ou bien des panels hémorragiques ultra rapides, parce que ce qui est bien établi, c'est que la valeur du fibrinogène au moment où l'hémorragie commence permet de prédire la sévérité. Quand il est déjà bas, on est sûr à 100% qu'on va dans le mur. Donc, ça permet d'activer plus vite le code rouge, la transfusion massive, le fibrinogène. Après, qu'est-ce qu'il faut mettre comme produit? Aujourd'hui, ce point-là, il est moins clair. Est-ce qu'il y a une situation particulière en chirurgie pédiatrique? Les volumes, évidemment, sont bien différents, en tout cas chez le petit enfant. Alors, en chirurgie pédiatrique, potentiellement hémorragique, on utilise l'acide tranexamique. L'AMM est à partir de 1 an normalement, mais de toute façon, en pédiatrie, on fonctionne très souvent sans AMM, donc je dirais que bon. Mais oui, pour répondre à la question, oui, c'est une chirurgie, disons, un domaine dans lequel l'acide tranexamique est utilisé en préventif dans la chirurgie hémorragique. Ce d'autant que, comme l'a très bien dit Anne, finalement, ça dépend et du patient et du type de chirurgie. Et voilà, nous, on l'utilise de façon que ce soit pour de la chirurgie orthopédique lourde ou chez des enfants brûlés, enfin, toutes les chirurgies hémorragiques potentielles. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je reviendrai sur les hémorragies du postpartum. Compte tenu de l'expérience que vous avez, qu'est-ce qu'il en est de l'administration de l'acide tranexamique dans les hémorragies du postpartum? Est-ce qu'on a des résultats qui montrent que quand on le fait, la mortalité est moins grande? Je vous remercie de cette question parce que ça me permet d'y revenir. En effet, vous avez raison, Woman, qui est un méga essai randomisé, 20 000 patientes qui ont une hémorragie du postpartum, a montré que l'administration d'acide tranexamique permet de réduire la mortalité par hémorragie. Donc, évidemment, il y avait des difficultés de réalisation de cet essai essentiellement liées aux pays dans lesquels les patientes étaient inclus. Néanmoins, ce résultat-là, c'est un résultat majeur de réduire la mortalité par hémorragie, surtout quand l'administration est précoce. C'est un résultat qui reste très positif et qui explique que les recommandations elles soient super claires. Dans l'hémorragie du postpartum, dès qu'on fait le diagnostic, on administre de l'acide tranexamique, 1 gramme, qui peut être renouvelable 1 fois, et ce qui permettra de réduire la mortalité par hémorragie. Merci. Moi, j'aurais une dernière question un petit peu borderline. Nous avons eu récemment donc, nos journées annuelles francophones, les rencontres internationales de la chirurgie francophone, où un des sujets majeurs qui a été abordé, c'est l'afflux de patients dans les urgences suite à éventuellement un attentat ou un grand accident. Là, on se trouve encore dans un élément situationnel bien particulier. D'abord, la nature des blessures, qui ne sont pas des blessures comme un accident de la circulation, mais très souvent des blessures par balle. Et puis, on a un afflux de patients, avec donc des besoins qui sont souvent immédiats. Est-ce que c'est de nature à modifier ce que vous avez dit, la façon d'aborder ce genre de problématique où on assiste à une addition d'hémorragie, finalement, de façon inattendue? Alors, ça ne va pas modifier le type de produit. C'est pas une question facile, probablement, vous ne l'attendiez pas. Donc, alors, la question, non. Mais l'afflux massif de victimes, on l'attend tous, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'attentat et qu'on sait que ça va arriver. Donc, ça, on s'y entraîne pour le coup. Ça ne va pas changer les produits qu'on va administrer. Ça va changer le mode d'organisation qu'on va mettre en place. Typiquement, chez nous, dans notre plan pour afflux massif de victimes, dès que le plan est déclenché, une des premières choses qu'on fait, c'est appeler la pharmacie qui a des recettes de kits qui sont préétablies. On va nous envoyer des boîtes dans lesquelles il va y avoir typiquement des concentrés de fibrinogène. On a déjà discuté à l'avance de combien on en veut. Il va y avoir éventuellement des concentrés de complexe prothrombinique. On va faire la même chose avec le centre de transfusion qui va décongeler du plasma de type AB qu'on pourra récupérer dès que les victimes vont arriver. Donc, on va exactement rester dans ce type de prise en charge avec ces produits-là. C'est juste l'organisation humaine qui va changer pour nous. Merci de votre réponse précise et rassurante d'une certaine façon. Merci beaucoup.